caractérisant cette phase-là. Donc, alors, un moment, nous allons passer au slide suivant. Alors, c'est quoi cette personnalité? Donc, personnalité, donc elle est prise du mot latin d'origine latine persona, qui signifie masque de théâtre, autrefois utilisé par les populations. Et donc, le masque, il permettait quoi? Il permettait de montrer certains aspects, mais d'en cacher d'autres. Donc, le mot, il a été, si vous voulez, transposé à la psychologie pour désigner quoi? Désigner ce qui se voit chez la personne, mais qui se cache à la fois. C'est-à-dire, quand nous voulons parler de personnalité, nous n'allons pas aborder seulement les éléments apparents, parce que les éléments qui se cachent sont tout aussi importants, et ce sont ces éléments-là qui influent sur le comportement et le fonctionnement, etc. Donc, personnalité, c'est un ensemble de dispositions qui sont soit innées, soit acquises. Donc, les deux à la fois, il y a les deux éléments de l'inné et de l'acquis qui rentrent en jeu dans la, disons, dans la constitution de cette personnalité. Donc, l'individu, on avait abordé hier, qu'il est influencé par son développement psychologique ou des éléments psychologiques, mais il est aussi influencé par son milieu social. Et donc, les expériences qu'il va vivre vont avoir un impact sur sa personnalité. Donc, la personnalité, elle est stable. Donc, quand je dis stable, elle est relativement stable. Hein. Je vais expliquer pourquoi relativement. Elle est unique. Pour chaque personne, nous pouvons avoir disons, des traits communs, mais en termes de personnalité, elle est unique pour chaque individu. Et c'est la signature psychologique d'un individu. C'est sa signature propre. Donc, relativement stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le temps, nous n'allons pas nous sentir complètement différents à nos yeux ou complètement étrangers à nous-mêmes. Par contre, les expériences que nous allons traverser et les événements de la vie vont être intégrés à cette personnalité. Donc, une personnalité à 10 ans, à 20 ans, elle va évoluer à 40 ans. Il y aura des éléments stables qui vont rester, mais il y aura des éléments qui vont changer avec le temps. Au gré de quoi? Au gré des expériences et des événements que la personne a traversés et qu'elle va intégrer dans cette personnalité. C'est pour ça qu'on dit relativement stable. Donc, la personnalité envisage l'individu dans sa globalité. Donc, ce n'est pas parce que nous avons un trait de personnalité que nous allons parler d'une personnalité X. C'est plus un ensemble de traits qui va nous permettre de quoi? De percevoir le monde. Donc, nous percevons le monde avec notre personnalité. Nous percevons donc dans ce monde déjà avec cette personnalité et nous rentrons en relation avec les autres avec cette personnalité. Donc, la personnalité, c'est quoi? C'est l'ensemble des caractéristiques globales qui font notre singularité, qui sont relativement stables, qui nous permettent de percevoir le monde, de nous percevoir dans ce monde et de rentrer en relation avec les autres. Donc, voilà, la personnalité, elle est sous l'influence, disons, la personnalité, c'est un ensemble de composantes cognitives, donc mentales, c'est les pensées, c'est les représentations, c'est les idées que nous avons, c'est un ensemble de comportements que nous adoptons et attitudes, mais aussi, ce sont les émotions qui nous traversent, les émotions, l'humeur, les affects, etc. Ce sont les trois éléments qui composent chaque individu. Donc, quand nous étudions la personnalité, il faut savoir qu'il y a trois idées de base. Quelles sont ces idées de base? Qu'une personnalité, c'est un ensemble. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas une seule caractéristique propre. Donc, c'est des caractéristiques somatiques, de pensée, de moralité, d'affect, etc. C'est l'ensemble qui va nous intéresser pour parler d'une personnalité X. Donc, attendez, je me suis trompée de slide. Voilà. Donc, c'est l'idée, la deuxième idée, quand nous étudions la personnalité, c'est la cohérence.
Donc, toutes ces caractéristiques ne doivent pas aller dans des sens différents. C'est un ensemble qui vont aller à peu près dans le même sens pour que le système fonctionne. D'accord? Il n'y a pas de divergence entre les émotions et les comportements. Les comportements, ils s'expliquent à travers les émotions, ils s'expliquent à travers les pensées. C'est ça un système de cohérence. Donc, tout s'explique par ce fonctionnement, disons, global. L'idée de permanence, c'est la relative stabilité dont nous avons parlé plus haut, et que, pour dire que la personnalité ne change pas du jour au lendemain, mais elle est, disons, stable dans le temps, bien sûr, avec des petites modifications relatives aux expériences traversées. Donc, est-ce que c'est bon pour cette personnalité, les définitions, la constitution, etc. Nous pouvons passer au deuxième volet. Oui, docteur. Merci. Donc, genèse de la personnalité. Genèse, ça veut dire, disons, la constitution progressive. Donc, une personnalité, elle se construit progressivement depuis la naissance, et même avant, avec les éléments acquis, progressivement pour avoir une structure ou pour se mettre, pour se stabiliser relativement à l'âge adulte. Donc, c'est quoi cette personnalité? Est-ce que c'est plus la phylogénèse qui la contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est inné et tout ce qui est dans l'histoire de l'individu, ou bien c'est l'ontogénèse, c'est-à-dire le développement propre de la personne. Donc, nous savons qu'à la naissance, chaque individu, il a un profil avec lequel il naît. C'est un profil génétique. Donc, selon la phylogénèse, c'est le côté héréditaire, c'est son profil génétique, si on veut, qui permet d'expliquer la personnalité. Donc, dès la naissance, la personnalité, elle est donnée, directement à travers l'hérédité, à travers les gènes de base. Par contre, avec les études, petit à petit, donc ça c'était l'hypothèse de base, mais petit à petit, à travers les études qui ont été faites, ils ont remarqué que, disons, la phylogénèse ou les éléments héréditaires n'expliquaient pas tout. Pourquoi? Parce que les facteurs éducatifs des parents, donc les modèles acquis, les conditions du milieu sociologique, les pressions scolaires, etc., intervenaient pour constituer une différence chez, disons, les mêmes profils, supposons profil génétique par exemple, ou les mêmes caractéristiques génétiques. Il pouvait y avoir des éléments disons, différents entre les deux personnes. Donc, ils ont conclu qu'il y a des éléments, soit, disons, inconscients quand nous sommes dans la théorie psychanalytique, ou bien plus liés à des apprentissages quand nous sommes dans la théorie behavioriste, comportementale ou cognitiviste, qui peuvent expliquer cette personnalité. Et donc, le réductionnisme biologique, c'est-à-dire tout réduire à la biologie, est tombé à l'eau. Et donc, ce qui est devenu plus tard un ensemble de facteurs, donc somatiques, donc cette personnalité, c'est quoi? C'est un ensemble de facteurs somatiques, anatomo-physiologiques, génétiques, etc., sociologiques, donc les valeurs partagées dans le groupe et les influences sociales, les relations, etc., mais aussi psychologiques, donc tout ce qui est conditions de développement de la personnalité, relations aux parents, qui vont tous les trois interagir pour composer cette personnalité. Donc, nous avons les trois éléments bio, psycho, social que nous avons abordés hier. Donc, voilà comment elle se constitue la personnalité. Elle se constitue à travers le tempérament qui est
l'ensemble des dispositions biologiques innées de la personnalité, mais aussi à travers le caractère. Ce caractère représente l'acquis, l'élément acquis, mais qui vient à travers quoi? À travers, disons, l'apprentissage social, les expériences de la vie, etc., qui peuvent varier au cours du temps et qui vont s'ajouter aux éléments biologiques pour nous donner la personnalité. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que nous pouvons avancer? Oui, docteur. Bien, très bien. Nous allons avancer. Donc, les théories, on avait dit hier qu'elles étaient variées, différentes. Donc, chaque théorie, elle a abordé le développement de la personnalité sous un angle bien défini. Donc, quand nous voyons, par exemple, Piaget, il a abordé le développement, il n'a pas abordé, il a constitué le développement des fonctions cognitives, donc cognitives, intellectuelles, qui concernent quoi? Le développement donc de l'intelligence, à travers quoi? À travers les interactions de l'enfant avec les objets et avec l'environnement. Que dit Piaget sur le développement des fonctions cognitives depuis la naissance? Les facteurs qui influent ou qui rentrent en jeu dans la construction de ces fonctions cognitives exigent qu'il y ait maturation du système nerveux, donc nous sommes dans la sphère biologique, l'expérience physique, donc c'est aussi l'environnement et la manipulation des objets, mais aussi les facteurs sociaux. Les facteurs sociaux, c'est-à-dire un environnement qui stimule, est différent d'un environnement qui ne stimule pas. Donc, il a mis en place deux concepts de base. Il parle de l'assimilation et de l'accommodation. Un enfant qui ne tenait pas jusque-là au premier mois de son existence, ne tenait pas les objets. Donc, il faudrait qu'il y ait maturation du système nerveux pour qu'il y ait manipulation et contrôle de la main, mais aussi l'expérience physique. Trouver un jouet, le saisir, il le maîtrise pas très bien, il tente, puis il retente l'expérience, il le reprend, il tente. Donc, il a assimilé que quand il fait avec le mouvement de la main, il prend l'objet, il doit le serrer pour qu'il ne tombe pas. Puis par la suite, il va essayer de saisir des objets plus grands, par exemple, et ainsi de suite. Donc, il y a eu assimilation d'une chose et après accommodation. Donc, disons qu'il va essayer de compliquer la tâche qu'il a accomplie au départ. Elle va se complexifier, elle va se généraliser à d'autres objets. Ça, c'est l'accommodation. Et donc, au bout de quelques semaines, nous allons voir que l'enfant, il va comprendre que pour saisir un objet plus lourd, il va utiliser ses deux mains, par exemple. Donc là, nous sommes dans un mouvement d'équilibration où nous sommes passés d'un niveau A à un niveau beaucoup plus complexe et l'enfant va passer à une autre utilisation de ses mains. Ça, c'est un tout petit exemple tout simple sur l'assimilation et l'accommodation et la nécessité que des facteurs s'y prêtent, donc le facteur de la maturation du système nerveux, l'expérience de l'enfant, mais aussi les facteurs sociaux. Donc pour le facteur social, selon Piaget, si l'environnement ne stimule pas, donc ne sollicite pas cet enfant, l'enfant ne va pas, va être, disons, un enfant moins stimulé, c'est un enfant qui va avoir moins d'acquisition qu'un enfant dont l'environnement sollicite de manière répétitive. Ça, c'est par rapport à Piaget. Donc, la théorie, elle est très, très, très compliquée. Nous n'allons pas avoir toutes les étapes, mais juste l'idée principale de la théorie. Donc, pour Sigmund Freud, nous avons vu hier que c'était lui qui a mis en place la théorie psychanalytique, la thérapie psychanalytique. Donc, selon la théorie psychanalytique de Freud, le développement de l'appareil psychique, donc il a mis une hypothèse entre parenthèses. Donc nous avons le cerveau avec ses différents lobes et ses différentes parties et fonctions. Sigmund Freud, pour expliquer la personnalité, il a imaginé l'existence d'un appareil psychique que nous ne connaissons pas la localisation, mais que nous savons qu'il est
constitué de l'ensemble de la personne, y compris la peau. Donc, il y a il a imaginé un appareil psychique qui expliquerait ce qui se passe chez l'individu. Donc, il a imaginé que nous sommes constitués d'un moi, d'un surmoi et d'un ça. Donc, le ça, c'est tout ce qui représente les éléments inconscients que nous ne maîtrisons pas. Donc, ce sont les besoins, les désirs, donc tout ce qui est inconscient et que la personne ne maîtrise pas. Le surmoi, c'est tout ce qui concerne la morale, les éléments, disons, des règles, etc. Et notre moi, c'est ce qui nous permet de faire face et nous adapter aux différentes situations. Donc le moi, selon la théorie de Freud, disons, c'est le chef d'orchestre entre les désirs ou les besoins ou disons, la pression exercée par le ça, mais les règles édictées par le surmoi pour nous permettre de nous adapter face à une situation X. Donc c'est ça, grosso modo, un appareil psychique et comment il fonctionne. Donc cet appareil psychique, il va se constituer à travers différentes phases de développement. Donc ces phases-là sont la phase orale. Donc le bébé, depuis qu'il naît jusqu'à 2 ans, il tète. Donc il tète. Quand il tète, il est tout content. Il rentre dans un calme, dans une satisfaction qui a fait réfléchir Freud et se dire que la phase orale, disons, représente la centralité, donc la bouche à ce moment-là avec l'œsophage, avec les satisfactions qu'ils apportent avec disons tout ce qui est tété et tout ce qui est succion du pouce ou bien du biberon ou bien de la tétée, enfin de la tétée. Donc qu'est-ce que ça donne? Que cette phase orale, disons, elle s'étale de 0 jusqu'à pratiquement 1 an et demi, et que c'est à ce moment-là, tout est centré sur la satisfaction de la bouche et de l'œsophage. D'accord? Avec la phase anale, donc c'est l'apprentissage de la propreté, avec la maturation des sphincters musculaires et de la maîtrise du sphincter, et donc l'apprentissage de la propreté, tout est centré sur cette partie-là qui va influencer les relations aux parents en termes de satisfaction de la demande des parents ou non satisfaction de la demande des parents en termes de propreté. Donc le phallique, donc c'est disons c'est l'apprentissage de la différence des sexes, donc la fille et le garçon et qu'est-ce qui se passe. Donc phallique, ça équivaut au phallus qui est disons représentant du pénis chez le garçon. Donc grosso modo c'est 3-4 ans cette phase-là. Puis après vient la phase de latence. Donc, à partir de 5 ans, 6 ans. L'entrée à l'école, les différents apprentissages, etc. Puis après, la phase de l'adolescence. Et donc, pour Sigmund Freud, notre personnalité évolue au gré de ces différentes phases. Et selon le déroulement de ces différentes phases et des crises qui vont se passer dans telle ou telle phase, ça va donner une signature. Nous avons dit tout à l'heure une signature, un marquage qui vont conditionner le fonctionnement de notre personnalité. C'est plus compliqué dans la théorie, mais vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails de cette théorie. Henri Wallon. Donc Wallon, il a plus parlé, donc nous avons vu Piaget, donc c'est les fonctions cognitives. Sigmund Freud, c'est la personnalité, mais à travers l'appareil psychique qui est constitué d'un moi, d'un ça et d'un surmoi. Henri Wallon, il a parlé du développement émotionnel. Donc, pour Henri Wallon, le développement émotionnel est lié aux contraintes neurobiologiques, mais aussi conditions sociales. Donc, à mesure qu'il y a une contrainte, disons, neurobiologique et une contrainte sociale, l'enfant va, sous l'influence de ces deux contraintes, graduellement, développer ou bien connaître un développement émotionnel. Et ce développement émotionnel, il va être lié
au développement de l'intelligence et de la personnalité. Donc, pour Valence, c'est le développement émotionnel qui est un élément important dans ce développement de la personnalité. Quand nous observons un enfant à 2 ans, ces manifestations émotionnelles, leur intensité, la manière, etc., elle est très différente d'un enfant à 6 ans, 7 ans. Il y a maturation émotionnelle qui conditionne ce développement de la personnalité. Donc, la façon d'exprimer les émotions, les moments de les exprimer, l'intensité, etc., sont différentes. Et donc, elles sont liées et elles représentent ce développement de la personnalité. Maintenant, nous passons de l'émotionnel au psychosocial. Pour Erik Erikson, donc le développement psychosocial, il est très très important chez l'individu depuis la naissance jusqu'au vieillissement. Donc nous passons tous, selon Erikson, par des étapes dépendantes l'une de l'autre qui peuvent se chevaucher et que chaque étape va conditionner l'étape suivante dans ce développement psychosocial et va conditionner notre personnalité. Alors, ça c'est grosso modo par rapport au développement de la personnalité selon les différentes approches. Est-ce qu'elles sont psychiques, elles sont émotionnelles, elles sont psychosociales ou elles sont cognitives. Après, l'individu, c'est un ensemble de tout ça. Hein. Donc, il y a des émotions, il y a du social, il y a du psychique, il y a du cognitif. Donc, nous restons un petit peu dans l'utilisation, comment dire, synchronisée, disons, de toutes ces théories pour comprendre ce qui se passe chez l'individu, parce que nous avons dit qu'il se composait d'éléments cognitifs, d'éléments sociaux et d'éléments émotionnels, etc. Maintenant, c'est quoi les grandes étapes du développement? Donc, en règle, disons, parfois, vous pouvez trouver le développement fractionné selon Freud, les étapes, phase orale, phase anale, etc., etc. Et chez Piaget, la phase sensorimotrice, disons, opératoire, etc., etc. Ça vous fera trop. Donc, ce que j'ai essayé de faire, de synthétiser à travers les différentes étapes, disons, du développement, de synthétiser ce qui se passe dans telle et telle et telle étape. Donc, nous avons la première phase qui est chez le nourrisson. Le nourrisson, certains auteurs la considèrent de 0 à 15 mois, d'autres la considèrent de 0 à 2 ans. D'accord? En gros, ça pose pas de problème, c'est pas un grand conflit de période ou de durée. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe chez le nourrisson? Donc, chez le nourrisson, c'est un développement de sens avant tout. Les sens ne sont pas tous développés à la naissance. Il y a un sens qui est développé à la base, mais les autres, ils vont connaître une maturation progressive au fur et à mesure que le cerveau gagne en maturité. Donc, la maturation des sens va permettre au nourrisson de percevoir l'environnement graduellement. Au départ, il ne perçoit pas. Il connaît l'odeur maternelle. Petit à petit, il va reconnaître la voix de la mère. Puis petit à petit, il va saisir et percevoir les autres bruits environnants et il va les saisir et les saisir et les différencier. Petit à petit, la perception visuelle, elle est lente, hein, elle prend des mois. Donc au départ, bien sûr, c'est le rouge qu'il va percevoir. Puis par la suite, il va commencer à différencier les couleurs, puis il va différencier l'environnement et les images vont devenir moins floues qu'au départ. La peau, c'est une partie des sens qui est très 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 importante. Pourquoi? Parce que c'est une barrière qui protège, c'est une enveloppe, mais c'est aussi le support des premières relations affectives. La peau, entre le bébé et la mère, c'est un moyen de communication. Et donc, elle est très importante parce qu'il y a des éléments qui vont s'inscrire sur cette enveloppe, qui va conditionner plus tard le développement
de tout ce qui est maladie psychosomatique, etc., que nous pouvons aborder plus tard ou pas. Donc ça, c'est le développement des sens qui permet d'entrer en contact avec l'environnement, mais qui se fait tout doucement. Pour le développement psychomoteur, pareil, le bébé, il naît avec des réflexes. C'est des réflexes de base, donc ils sont pas volontaires. Puis petit à petit, ils commencent disons, disparaître pour laisser place à une certaine, disons, volonté de toucher les choses et de les explorer, de s'approprier les choses pour, disons, découvrir son environnement. Donc, petit à petit, et comme nous savons que le développement du système nerveux, il se fait, disons, de manière céphalocaudale, donc ça prend du cerveau et commence la maturation des muscles commence à descendre petit à petit. Donc, il y a petit à petit le mouvement moteur des mains qui commence à prendre une maturité. Petit à petit, après, c'est se mettre assis. Petit à petit, c'est se mettre debout. Et par la suite, commencer, s'asseoir, ramper, se mettre debout, marcher, etc. Donc ça, c'est grosso modo ce qui va se passer dans cette phase-là. Pour le langage, donc le langage, il est très lié à la relation. La relation du nourrisson à la mère, parce que c'est le premier objet pour l'enfant, le plus important au départ, c'est cette relation-là qui va permettre le développement du langage et la qualité du langage. Donc ça commence avec quoi? C'est entre la mère et l'enfant, il y a une proximité qui est très importante. Et donc ce qui se passe, c'est il y a de l'imitation, il y a des jeux vocaux. Ça, c'est la communication qui se passe au départ. Donc c'est plus ça que des mots ou des phrases. Petit à petit, l'enfant va intégrer 3 mots, 4 mots à 1 an, puis 12 mots vers 20 mois à peu près, puis 100 à 200 mots vers 2 ans. Donc, quand nous voyons 100 à 200 mots vers 2 ans, nous voyons entre 20 mois, donc 20 mois, et 24 mois, l'évolution, elle est spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les éléments de la maturation qui s'y prêtent, qui sont là. Et donc, l'évolution, elle est spectaculaire, mais à condition que l'environnement stimule le langage chez l'enfant. Et donc, nous pouvons avoir un enfant qui a 100 mots, comme nous pouvons avoir un enfant qui a jusqu'à 200 mots. Et la différence, elle est grandiose en fonction de la stimulation. Donc, nous avons le développement des sens à ce moment, le développement psychomoteur et le développement du langage. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont une composante essentielle de la personnalité et donc qui vont petit à petit s'enrichir pour nous donner la personnalité plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans la petite enfance? En gros, qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième phase? Donc, attendez. Donc, de 6 ans à peu près, donc il y a l'autonomie. L'enfant, il gagne en autonomie, donc il maîtrise plus la marche, il va développer, il va maîtriser la propreté, et il va maîtriser le langage beaucoup plus. Donc, c'est cette phase-là où il va, disons, exploser dans les acquisitions. La marche, elle va se perfectionner, donc l'enfant commencer à sauter, à grimper, mais il va apprendre petit à petit à s'habiller tout seul. Le langage, donc il va passer des petites phrases, donc, à un langage beaucoup plus riche avec la conjugaison, même s'il fait des fautes, mais il va s'enrichir le langage chez cet enfant. Et l'enfant, il va aimer parler parce qu'à cet âge-là, tout l'environnement et les parents vont aimer ces petits efforts et la façon de parler avec les imperfections, etc. Ils vont en rire, ils vont l'encourager et ils vont avoir beaucoup de plaisir à utiliser cet élément de langage. Qu'est-ce qui se passe sur le plan affectif? Donc, avec la relation très proche, entre l'enfant et la mère, petit à petit, à ce moment-là, donc l'enfant, il va découvrir l'existence du père. Donc,
l'existence, nous avons dit plus haut l'environnement, donc il va découvrir l'existence du père, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à s'identifier à son père pour construire ses dimensions de personnalité. Donc le garçon, il va s'identifier au père, la fille, elle va s'identifier à la mère. Donc à ce moment-là, nous voyons que les petits garçons veulent aller avec le papa, sortir avec lui, s'habiller comme lui, prendre les clés, les mettre dans la poche comme lui, etc. Et ça, c'est un signe d'identification. L'identification, c'est faire comme. Donc, à ce moment-là, c'est là où les identifications, donc faire comme, vont jouer un rôle très, très, très important dans la constitution de la personnalité. La fille, elle fait comme la maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une poupée, elle va la nettoyer, la nourrir, l'habiller, etc., etc. Donc, un peu, c'est un signe de, c'est une dimension affective de ce qui se passe dans la tête qui se manifeste à travers le comportement et les intérêts de l'enfant. Sur le plan psychomoteur, donc nous avons vu que l'enfant, avec la maturation musculaire, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger beaucoup plus, il va explorer l'environnement, il va courir dans tous les sens, etc. Donc, il y aura beaucoup d'accidents domestiques d'accidents chez l'enfant, de fait qu'il explore cet environnement sans arrêt, il court dans tous les sens, il grimpe, etc. Mais l'élément psychomoteur qui est important et positif, c'est le jeu. À ce moment, l'enfant avant, il joue aussi. Mais là, c'est l'enrichissement du jeu chez l'enfant. Il fait beaucoup de progrès mentaux, donc tout ce qui est intelligence. Il fait beaucoup de progrès moteurs dans le langage affectif, etc. Donc, l'entrée du jeu, à ce moment-là, elle est beaucoup plus, elle permet l'enrichissement de la personnalité sur tous les plans cognitifs, moteurs, affectifs, etc. Qu'est-ce qui se passe pour la socialisation? Donc au départ, dans la première phase, il connaît pas l'environnement, il connaît sa mère. Donc il y a un développement tout doucement, graduel des sens, etc. Par contre ici, non, c'est l'ouverture sur ce qui se passe en dehors de la mère. Là, c'est la socialisation. Donc ils sont en crèche ou la maternelle dans d'autres. Enfin, selon le fonctionnement. Donc, l'enfant va à la crèche, il découvre d'autres relations extrafamiliales. Donc, c'est plus papa, maman, frère, grand-mère, etc. Mais s'il y a d'autres enfants, ils permettent de jouer avec lui, enfin, d'autres enfants avec qui il joue. Et c'est ce jeu-là. Donc, il y a le jeu, mais il y a aussi avec qui jouer. Donc, c'est cette interaction-là qui va, disons, avoir un rôle très, très, très important sur le développement de la dimension sociale dont tu as parlé. Alors, la deuxième enfance, donc, ce qui se passe, donc, à partir de 6 ans jusqu'à pratiquement 12 ans, avant l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le plan psychomoteur, donc, il y a une maturation générale. Maintenant, ce qui va se passer, c'est plus aller vers l'endurance ou la précision. Donc, soit c'est des jeux de précision chez l'enfant, ou bien c'est plus des jeux d'endurance. Donc là, on le voit beaucoup dans des activités sportives où il va exercer un petit peu les caractéristiques propres de ces caractéristiques propres qui le différencient d'un autre enfant. Il va découvrir le milieu scolaire. Donc, le milieu scolaire, donc les acquisitions cognitives, elles vont s'accélérer. Donc, nous avons vu au départ qu'il y a une maturation des sens, mais aussi une maturation du système nerveux. Graduellement, les choses vont s'enrichir en termes de langage, s'affiner en termes psychomoteurs, etc. Sur le plan affectif, une ouverture, sur le plan social, une ouverture. Mais ici, c'est plus l'accélération des acquisitions cognitives. Donc, l'enfant va apprendre à lire, à écrire, à compter, à analyser, à avoir une pensée logique, une pensée hypothético-déductive, donc faire des hypothèses, avoir un raisonnement logique, donc de par le programme scolaire, hein, donc 6-12 ans, c'est un programme très riche, et donc graduellement, il va passer de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, à des choses beaucoup plus compliquées en termes disons, faire des hypothèses ou faire des déductions. Donc ça, c'est des acquisitions cognitives très importantes que nous avons obtenues
obtenu à partir de quoi? À partir de la théorie de Piaget. Parce qu'il faut dire que la théorie de Piaget, quand elle a permis aux cliniciens, aux éducateurs de comprendre les différentes phases de développement cognitif, ça a été utilisé dans, disons, l'enseignement, dans l'éducation, pour respecter les différentes phases caractérisant ce développement et donc les utiliser à bon escient pour permettre l'apprentissage scolaire. Il y a aussi, donc nous avons un développement psychomoteur, un développement cognitif. Sur le plan psychosocial, c'est des nouvelles relations. L'enfant, quand il part à l'école, il a un maître, il a un enseignant, il a des pairs. Les pairs, c'est les enfants du même âge avec qui il joue, qui partagent la même classe ou ils partagent le même groupe. Donc, il va aller vers les autres, se faire un groupe et là, c'est des identifications en pairs. Donc, nous avons vu que les identifications, c'est faire comme. Donc, ça permet de construire, donc de s'approprier des caractéristiques de l'autre pour qu'elle fasse partie de nous-mêmes. L'enfant va faire ça avec le groupe de pairs et donc, entre copains, faire la même chose, s'intéresser à la même chose, etc. Sur le plan affectif, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il est plus autonome. Donc, il y a moins, disons, de manifestations anxieuses ou agressives. Il est plus calme, il gère mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Comparativement aux âges précédents, où l'aspect affectif émotionnel, il est moins maîtrisé. Donc, il y a de la colère, de l'agressivité, des pleurs, etc. Mais ici, il y a une meilleure gestion de ces manifestations anxieuses ou agressives, mais malgré le sentiment d'autonomie qu'il dégage, l'enfant, il est beaucoup plus sensible, disons, dans son développement, aux perturbations familiales. Donc, il est toujours lié à la famille, à ce qui se passe dans la famille, et toute modification ou perturbation peut perturber son développement. Donc, le développement à cet âge-là, il va se voir surtout sur le plan scolaire. Donc, des résultats scolaires bas, pas envie d'aller à l'école, etc. Donc, c'est bon pour les trois phases que nous avons vues et comment l'enfant il va évoluer de la première jusqu'à la deuxième et jusqu'à la troisième, l'évolution sur tous les plans. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Parfait. Maintenant, l'adolescence. Donc, l'adolescence, c'est une étape, elle est très importante parce que elle lie l'enfance à l'âge adulte, donc une étape charnière qui veut dire très délicate et qui a une grande influence sur la suite qui va venir. Donc, l'adolescence connaît une accélération de la croissance. Donc jusque-là, mais disons elle est répartie en maturation du cerveau et croissance du cerveau aussi, différentes dimensions psychomotrices, sociales, etc. Mais l'adolescence, la croissance physique, physiologique, morphologique, elle est spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une maturation, disons, hormonale. Donc un changement physique, hormonal, chimique, qui fait que le développement physiologique va suivre. Donc, cette accélération, elle a une incidence sur la façon de se vivre et de se percevoir. Nous avons dit que la personnalité, ça nous permet de nous percevoir. Et donc, l'adolescent, quand il va voir un petit peu cette croissance qui est rapide, en quelques semaines, ils peuvent, la morphologie peut changer, gagner en centimètres, beaucoup de centimètres, la voix va changer, etc. Et ça va perturber psychiquement. Après, il y a une différence dans cette croissance entre un ado et un autre, mais aussi un décalage entre la fille et le garçon. Donc, cette croissance qui a accéléré, elle va donner lieu à une fatigue physique chez l'adolescent. Et donc, il va comment l'environnement va voir cet adolescent en train de traîner les pas, il est tout le temps fatigué, il est flemmard, il n'aime pas faire les choses, etc. Et ça agace les parents, ce qui va créer un conflit.
Cette fatigue, elle est liée à la croissance qui est accélérée, donc c'est un corps en mouvement, c'est une physiologie en mouvement, mais aussi il y a un effort psychologique de la part de l'adolescent. Il va faire un effort pour faire face à ce mouvement qu'il ressent. Il y a un changement physiologique, mais il y a aussi une découverte de sensations, disons, des pulsions sexuelles et des pulsions agressives. Donc la pulsion, c'est, disons, un mouvement, une énergie qui peut soit être sexuelle, donc ça nous donne de l'amour, de l'amitié, etc. Soit elle peut être agressive et donc ça va donner de la destruction. Donc le fait de voir quelque chose, des sentiments pareils, de l'ordre de l'intérêt vers la sexualité, de l'intérêt vers l'autre, etc., ou bien avoir des sensations agressives, ça va le gêner parce que c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas jusque-là. Et donc, il va faire un effort pour les maîtriser, pour les comprendre, pour les gérer. Et ça, c'est un effort psychologique qui va être fatigant aussi fatigant pour l'adolescent. Donc, cette croissance va jouer un rôle sur le schéma corporel. Le schéma corporel, et donc, c'est une façon de se voir et de se vivre dans l'espace. Nous avons une image de nous-mêmes et nous avons un mouvement. Comment nous rentrons en mouvement dans cet espace, comment nous rentrons en mouvement vers les autres. Et donc, quand il y a une perturbation, donc ça se construit graduellement dans l'enfance, mais quand, disons, la croissance et le corps changent, il faudra que le schéma corporel se modifie petit à petit pour permettre à cet adolescent de se sentir, lui, dans cet espace, et donc d'apprivoiser son corps et d'apprivoiser son espace. Donc, la perturbation du schéma corporel, elle se donne à voir comment? Ils sont maladroits. Très maladroits, ils cassent tout, ils claquent les portes, ils bousculent, ils font du bruit, etc. Petit à petit, graduellement, ils vont, disons, habiter ce nouveau corps. Et donc, le schéma corporel va se stabiliser et c'est des éléments que nous ne voyons pas à l'âge adulte. Très bien. Donc, ceci, disons cet élément physiologique, etc., va influer sur l'image de soi de l'adolescent. Donc, il ne va pas d'emblée accepter ce nouveau corps, donc cette nouvelle image, parce qu'il ne la reconnaît plus, ce n'est pas lui. Alors, sur le plan psychologique, aussi, l'adolescent, il a des idéaux. Un idéal qu'il est en train de suivre, qu'il est en train de poursuivre. Et donc, il va voir qu'il y a un décalage entre ce qu'il est, comment il se sent, et cet idéal qu'il n'atteindra jamais. Et donc, ça va jouer sur son image de lui-même, l'image de soi, qui est une composante importante de toute personne et de toute personnalité. Alors, slide suivant. Ceci nous renvoie au narcissisme. Donc, le narcissisme, grosso modo, c'est l'amour de soi. À petite dose, à dose raisonnable, il nous permet d'aimer ce que nous sommes, d'avoir de la volonté, d'avoir confiance en nous-mêmes et d'aller vers la vie. Quand on manque de narcissisme ou que le narcissisme, il est, disons, pas suffisant, il est problématique, il y a un problème donc dans notre façon de nous percevoir, dans notre personnalité, dans notre façon d'aller vers les autres. Et donc, à cette période-là, il y a une fragilité narcissique. Donc, une fragilité dans l'image de soi et de l'amour de soi. Donc, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va renverser, il va s'intéresser et, disons, de manière exagérée à son image. Donc, c'est le miroir, c'est toujours se regarder, c'est toujours regarder comment il est, aimer son image, ne pas aimer, la critiquer, la surestimer, la mettre en valeur pour plaire parce qu'au fond, il ne se plaît pas, etc., etc. Mais petit à petit, ça va se reconstruire. Donc, après cette perturbation, ça va se reconstruire petit à petit pour se stabiliser, donc, plus tard. Donc, les pulsions sexuelles dont nous avons parlé plus haut, elles vont permettre à l'adolescent de chercher des relations. Donc, des relations avec l'autre sexe, l'amour ou bien pratique sexuelle.
Pour l'agressivité, donc qu'est-ce qui se passe? Le comportement de l'adolescent, il est marqué par l'agressivité. Donc, son agressivité, elle est liée à soit la culpabilité par rapport aux pulsions sexuelles, d'accord? Soit à l'anxiété qui est très, très importante. C'est une phase d'instabilité, nous l'avons dit, qui va donner de l'anxiété à l'adolescent. Donc, ces deux éléments, anxiété, culpabilité, il va les exprimer à travers l'agressivité. Donc, elle va se manifester comment l'agressivité? C'est quand les adultes, donc les adolescents, ils sont connus par, disons, leur conflit avec les adultes, parents ou enseignants. Ils transgressent les règles, donc ils repoussent les limites. Il n'accepte pas qu'on lui mette des règles et il peut passer à l'acte. Le passage à l'acte, c'est quoi? Le passage à l'acte, c'est, ça commence par les agressivités, disons, verbales, gestuelles, comportementales. Donc là, je suis en train de les citer dans l'ordre chronologique. Parmi les complications de l'adolescence, nous citons la boulimie, l'anorexie, les addictions et les tentatives de suicide qui sont très, très intenses, disons, ou fréquentes à cette période-là, vu la crise qu'il traverse et tous les changements qu'il traverse. L'âge adulte, maintenant, c'est quoi? C'est, disons, une stabilisation de la personnalité dans son versant soit normal, soit pathologique. Donc, toutes les étapes que nous avons vues, chez le nourrisson, première enfance, deuxième enfance, adolescence, permettent la mise en place graduelle et progressive de la personnalité, tel un mur qui se construit petit à petit. On met les premières briques, les deuxièmes, la troisième rangée, etc. Quand on termine le mur, ça veut dire que l'âge adulte est arrivé et que la personnalité, elle est plus ou moins stable. Donc, quand elle se stabilise, c'est dans un versant soit normal, que tout s'est passé bien globalement, soit pathologique, c'est qu'il y a des éléments qui sont marquants dans la vie et qui ont fragilisé cette personnalité. Donc, l'individu, à travers sa personne, ou bien grâce à sa personnalité, il va faire face aux événements de la vie. Donc, comment faire face aux événements de la vie? Soit en s'adaptant, soit à travers un problème d'adaptation, c'est-à-dire à travers une crise. Donc, la vie, elle est, disons, elle n'est pas stable, ou bien elle n'est pas, disons, elle n'est pas stable dans ses caractéristiques, elle est mouvante. C'est ça la vie que chaque individu ressent. Il y a un mouvement. Donc, il y a des périodes qui sont positives, il y a des périodes qui sont négatives. Donc, il y a des périodes de crise. Et chaque personne, c'est à travers sa personnalité qu'elle va faire face à ces crises. Donc, soit elle va se fatiguer mais s'adapter, soit elle ne va pas s'adapter et qu'il y a un problème. Donc, la vieillesse, donc le vieillissement, c'est un lent processus qui va causer une fragilité somatique chez la personne âgée, mais aussi psychologique affectant la personnalité tout entière. Donc, la fragilité somatique, il y a une différence d'une personne à une autre, et elle est discontinue dans le temps. Donc, c'est un processus continu, mais lent et différent, disons, d'un organe à un autre. Cette fragilité somatique, elle va avoir un impact sur l'aspect psychologique ou le vécu psychologique de la personne âgée. La personne âgée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le bilan de son existence. Quand elle fait le bilan de son existence, elle va voir son histoire de vie, elle va voir les relations qu'elle a construites, elle va voir son environnement. Mais surtout, ce qui est important, c'est le sens qu'elle donne à sa vie. Quand il y a un sens qui est là et qui est positif et qui permet à la personne de résister, c'est un bilan positif. Et donc, elle va vieillir bien. Donc, c'est un vieillissement positif. Par contre, quand la personne âgée, quand elle fait son bilan, elle a un bilan négatif et elle voit qu'elle n'est pas satisfaite de ses relations ni de son histoire et qu'il n'y a pas de sens dans sa vie, là, le vieillissement se passe mal. Et il y a une grande différence entre vieillir bien et vieillir mal. C'est un processus qui est tout à fait normal, mais
la façon de le vivre, elle est différente d'une personne à une autre selon la consistance de la personnalité. Là, c'est notre mur. Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il nous permet de faire face et de rebondir? Ou bien ça nous fragilise et ça nous bloque. Donc voilà, pour reprendre la personnalité, est-ce qu'elle est normale quand elle se stabilise? Donc nous avons dit qu'à la sortie de l'adolescence et dans l'âge adulte, il y a une stabilisation relative de la personnalité. Donc soit elle se stabilise sur un mode normal, soit elle se stabilise sur un mode pathologique. La personnalité normale, elle est comment? Elle a des caractéristiques bien définies. Elle est souple. Elle est adaptable. Donc, quelles que soient les difficultés, elle peut s'adapter. Les modalités de fonctionnement, elles sont variées et évoluent au gré des expériences de la vie. C'est-à-dire, elle reste pas figée. Il y a une évolution et une intégration des expériences vécues. Quand elles sont intégrées et quand il y a un effort d'adaptation, là, la personnalité, elle est plus ou moins normale. La personnalité pathologique, ces traits, il n'y a pas de E ici, hein. Les traits de personnalité, ils sont peu nombreux et marqués. Une altération du fonctionnement social et une incapacité à s'adapter aux situations. Alors, la question de votre ami sur le bilan d'existence chez la personne âgée. D'accord, j'y reviendrai, très bien. Donc, je pense que vous avez fait en 5e année les personnalités pathologiques. Non. Non? Vous n'avez pas fait ça en psychiatrie? On n'a pas encore entamé le module, docteur. Pardon? Oui. Je vous ai pas entendu. Vous n'avez pas fait les personnalités pathologiques? La psychiatrie programmée. La psychiatrie, c'est pour cette année. Voilà. Voilà, je n'ai pas entendu. Vous pouvez... La psychiatrie, c'est pour cette année. Cette année, vous faites cette année? D'accord. Donc, la personnalité pathologique. Donc, c'est quoi une personnalité pathologique? Donc, nous avons 3 clusters. Nous avons le cluster A, le cluster B et le cluster C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se différencient. Chaque cluster, il a un ensemble de personnalités, disons, X. Donc, nous avons le cluster A avec la personnalité schizotypique, schizoïde et paranoïaque. Le cluster B, l'antisocial, histrionique, narcissique et disons, limite. Et nous avons le cluster C avec la personnalité obsessionnelle, hésitante et dépendante. D'accord? Et donc, ces 10 personnalités, elles ont été, disons, il y a eu cette classification dans le DSM pour caractériser des types de personnalités bien définis. Donc, quand nous n'avons pas un trouble de personnalité, nous avons plus ou moins une personnalité qui a évolué, qui s'est stabilisée sur un mode normal. Donc, la différence de taille qui existe entre eux, c'est la souplesse. Une personnalité normale, quelles qu'elles soient ses caractéristiques, nous avons des caractéristiques toutes différentes. Une personnalité normale, c'est une personnalité qui a de la souplesse. C'est-à-dire, quand les événements changent, elle arrive à s'adapter à ces changements et elle arrive à continuer à fonctionner. La personnalité pathologique, elle a un manque de souplesse. C'est une rigidité dans les caractéristiques. Quand l'environnement, il change, il n'est pas à la mesure de ses attentes et de ses préférences, elle se rigidifie et donc elle n'arrive pas à s'adapter. Et nous observons des troubles. Donc, les modalités de fonctionnement variées, c'est-à-dire nous avons tous des préférences, mais quand il y a des changements de situation, nous arrivons plus ou moins à exercer ce mouvement-là, à s'adapter et à faire nos choses, à travailler, à étudier, avoir des relations, etc. Par contre, la personnalité pathologique, elle n'arrive pas. C'est-à-dire, elle attend, disons, quelque chose de bien défini, elle a des attentes, elle a des préférences, et si on la fait sortir de ce cadre-là, elle n'arrive pas à se retrouver. Donc, il y a une altération du fonctionnement sur tous les plans, et donc, elle est caractérisée selon
disons, les caractéristiques. Maintenant, pour revenir à la question de votre collègue sur... D'accord, donc vous allez la faire plus tard, la psychiatrie. D'accord, moi je crois que vous la faisiez en 5e. C'est pas grave. Donc, le bilan d'existence chez le sujet âgé, je pense que toutes les phases, la personne, elle fait son bilan d'existence. Donc, ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle n'a pas réalisé, ce qu'elle a vécu. Et ce qui est connu chez la personne adulte, c'est qu'à partir d'un certain âge, il y a une modification, c'est pas une modification du cerveau, mais une modification dans la façon de considérer les souvenirs. Une modification dans la façon de considérer les souvenirs. Donc, un jeune, il est plus dans le mouvement, s'intéresser à la vie, aller vers, multiplier les expériences, bouger, etc. Mais une personne adulte, donc à partir de 35, 40 et au-delà, elle va commencer plus à revenir sur les souvenirs. Donc, et à avoir de la nostalgie. Donc, ça, c'est des éléments de neurosciences qui sont en train d'être discutés actuellement. Et plus on avance dans l'âge, et plus la personne, elle a tendance à faire son bilan. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vécu? On m'a fait ça. Et on voit de la rumination chez les personnes et toujours de la remémoration des éléments passés très, très anciens qui reviennent. Donc, il y a un oubli des détails récents, mais un retour vers la mémoire à long terme qui revient et qui revient. Et elle va voir qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'on m'a fait, est-ce que j'ai fait les choses bien, est-ce que je n'ai pas fait les choses bien, est-ce que ma vie a un sens. Donc, ok. J'y répondrai. Donc, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que j'ai de bonnes relations? Est-ce qu'on m'aime pas? Est-ce que j'ai fait des choses qui méritent mon existence? C'est ça le bilan de la personne âgée. Alors, la deuxième question de votre collègue, ça concerne le bébé. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il va commencer à reconnaître son père, ça ne veut pas dire quand il est nourrissant, il ne le connaît pas. Pas du tout. Mais c'est la perception, vous savez, elle n'est pas du jour au lendemain. Elle est toute graduelle et très, très lente. Donc, même s'il y a perception fragmentaire ici, donc le nourrisson, il va découvrir son père, mais il ne va pas s'y intéresser. C'est la mère qui prend toute la place. Parce que c'est elle l'objet le plus important dans sa vie et dans son existence. Et après, il va commencer à se détacher tout doucement, et pour aller vers le père, les frères, sœurs, grand-mères, etc. Donc, ça se fait tout doucement et par dosage. Est-ce que c'est bon jusque-là? Nous pouvons avancer. Alors, pourquoi certains ados présentent des manifestations perceptibles, mais d'autres restent calmes? Oui, c'est toute la différence entre les personnes. Donc, en général, les ados, ils sont criards. Criards, ou bien les manifestations, elles sont criardes. C'est pas eux qui sont criards, mais les manifestations, elles se voient. Elles sont palpables, on les voit. Ils sont là, ils crient, ils manifestent leur malaise, s'ils sont anxieux, ça se voit, s'ils sont mécontents, ça se voit, etc. Par contre, il y a des différences où certaines personnes, elles sont plus dans l'introverti. Après, maintenant, nous allons revenir à la constitution de la personnalité, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des éléments qui sont innés, donc c'est le tempérament de la personne, d'accord? Et il y a des éléments qui sont acquis. Donc, dans la même famille, nous pouvons trouver un enfant qui a fait son adolescence très calmement introverti, retiré, qui n'a pas fait de problème, même s'il n'était pas bien, il le montrait pas, etc. Et nous pouvons trouver le frère ou la sœur, par exemple, au contraire, qui a fait beaucoup de bruit et qui a, disons, mobilisé tout le monde. Donc là, il y a des éléments qui rentrent en jeu, c'est le mélange de ce tempérament, nos aspects biologiques, génétiques, etc., et les caractéristiques de notre personnalité. Donc, quand nous donnons disons, quand j'ai présenté ces caractéristiques,
c'est des caractéristiques, disons, c'est la grande majorité. Mais nous ne sommes pas tous pareils à ces phases-là, nous sommes différents. Il y a des phases où des individus sont complètement différents. Et c'est pour revenir à ce que j'avais présenté plus haut, c'est la singularité, c'est la signature personnelle. Donc, ce qui compte, c'est que la personnalité, elle évolue bien. Après que cette phase, disons, de crise passe et la personne se stabilise, ben, tant mieux. Et que l'autre personne, elle était plutôt introvertie, plutôt calme, et elle se stabilise sur un mode normal, tant mieux pour elle aussi. Le plus important, c'est de sortir de cette phase-là. Est-ce que c'est clair? Nous pouvons passer au deuxième volet? Alors. Oui, docteur. Je vous en prie. Donc, nous allons parler de fonctionnement. Donc, cette personnalité qui se constitue, qui se construit tout doucement, ce mur que nous construisons pierre par pierre, c'est pas nous qui le construisons, mais c'est un ensemble biologique, psychologique, social qui interagit pour faire ce que nous sommes, faire de nous ce que nous allons devenir plus tard, et donc va nous permettre de faire face à la vie. La vie, c'est quoi? C'est un ensemble d'événements, c'est un ensemble de crises, c'est un ensemble de, disons, c'est une complexité. Donc, c'est ce que nous allons affronter. Et donc, est-ce que cette personnalité va nous permettre de bien affronter la vie et donc de faire face, de nous adapter, ou bien nous ne pouvons pas, avec cette composante que nous avons, nous ne pouvons pas affronter. C'est toute la différence. Alors, la personnalité nous donne un certain fonctionnement, nous permet un certain fonctionnement. D'accord? Fonctionner, donc disons, le cerveau, nous connaissons ses composantes, nous connaissons comment il se construit petit à petit dans la phase fétale et comment il va mûrir, gagner en maturité après la naissance. Et après, ce cerveau, il permet un certain fonctionnement chez l'individu à travers les différentes fonctions de ce cerveau. Et après, donc, c'est des fonctions, elles fonctionnent plus ou moins bien ou pas, etc. La même chose pour cette personnalité qui va nous permettre un fonctionnement à travers des mécanismes. Chaque personnalité, c'est un ensemble de caractéristiques, donc, et elle a ses propres mécanismes pour faire face aux situations de la vie. Donc, une personnalité, c'est quoi? Ou plutôt c'est pas quoi, c'est pas comme ça que je devrais poser la question, mais comment se faire face? On fait face comment? Avec une personnalité. Donc, c'est des caractéristiques, on est introverti, on est calme, on est plutôt, disons, sociable, on est plutôt, disons, on bouge beaucoup, etc. Mais comment on fait face? Donc, face aux situations de la vie, nous avons tous des stratégies pour faire face aux événements de la vie. Donc, les stratégies selon que l'on se situe dans une école, dans la théorie psychanalytique, ou bien qu'on se situe dans la théorie cognitive, mais aussi dans la psychologie cognitive et la psychologie de la santé, on est dans le B. Que dit la théorie psychanalytique? La théorie psychanalytique, donc la psychanalyse, l'appareil psychique, le moi, le ça et le surmoi, stipule que pour gérer tout conflit et pour s'adapter, nous mobilisons un ensemble de défenses. Cet ensemble de défenses, donc il y a plusieurs défenses qui sont répertoriées, qui sont connues, et chacun de nous va faire sa propre recette et sa propre sauce. Des défenses partielles, un mélange qui est propre à la personne. Donc, mais ça vient du développement. Donc, c'est comme ça que se constituent ces défenses-là à travers l'influence du développement. Et donc, ce mixage chez chaque personne va lui permettre de faire face à la vie. Maintenant, les défenses, soit elles sont souples et donc opérantes, et elles sont variées, et c'est bien. Donc, on fonctionne bien et on s'adapte. Soit elles sont rigides, restreintes, donc il n'y a pas de variété, et c'est les mêmes qui viennent tout le temps. C'est les mêmes. Il n'y a pas une variété, il n'y a pas une souplesse. Et donc, résultat, elles ne sont pas opérantes. Et donc, nous n'arrivons pas à nous adapter.
Selon la théorie cognitive, mais aussi qui est utilisée dans la psychologie de la santé, donc dans les deux théories de la santé et cognitive, il y a des stratégies de coping. Donc, c'est des stratégies de faire face. Quand il y a un stress, chacun de nous, il va mobiliser des stratégies ou bien des méthodes pour faire face et contrôler ce stress-là ou cette situation difficile. Pourquoi? Pour garder un équilibre. Pour garder son équilibre et pour pas qu'il y ait des effets trop négatifs de ce stress-là. Les stratégies de coping, elles sont variées aussi. Et chacun de nous utilise des stratégies plus ou moins différentes d'une personne à une autre. Les stratégies de coping, elles sont beaucoup plus conscientes. Les défenses, sur la théorie psychanalytique, elles sont automatiques. Nous ne les connaissons pas. Mais les stratégies de coping, nous pouvons nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce sont, grosso modo, face aux événements de la vie, notre personnalité nous permet d'utiliser des méthodes, qu'elles soient inconscientes selon la théorie psychanalytique ou qu'elles soient conscientes, moitié conscientes dans la psychologie cognitive, pour faire face au stress et donc essayer de faire un effort pour minimiser les réactions et pour nous adapter. Après, nous pouvons nous étaler quand nous serons dans le cours de stress et manifestation et psychologie du stress que nous allons avoir plus tard. Donc, on pourra s'étaler notamment sur les stratégies de coping. Alors, ça c'est du point de vue du fonctionnement. Du point de vue de la psychologie de la santé, donc certaines structures de la personnalité causent une vulnérabilité des personnes et peuvent constituer une fragilité et donc une possibilité d'atteinte par certaines maladies. Ça, c'est la psychologie de la santé. Donc, notre personnalité, avec son fonctionnement, peuvent nous rendre soit forts, enfin, constituer une force, ou bien nous rendre vulnérables et tomber dans certains problèmes de santé. Donc, ces caractéristiques de la personnalité, les caractéristiques jouent un rôle protecteur, ou bien elles jouent un rôle pathogène. Comment? Donc, les caractéristiques protectrices, qui protège, donc quand la personne est optimiste, elle a le sentiment d'être efficace, elle est résiliente, donc elle a la capacité de rebondir, elle est cohérente, elle a le sens de la cohérence dans sa façon de se comporter, elle a de l'endurance et elle a une affectivité positive. Donc l'affectivité positive, ça va avec l'optimisme, ça va avec les sentiments positifs. Les caractéristiques pathogènes, donc qui peuvent mener à une vulnérabilité par rapport à certaines maladies, nous pouvons trouver l'hostilité, donc une personne hostile, des sentiments d'agressivité comme ça, la dépression, l'anxiété, l'alexithymie, donc c'est l'incapacité à reconnaître, à connaître ou à exprimer ces émotions, le pessimisme, l'affectivité négative. Donc vous voyez un petit peu, nous sommes dans le versant positif des choses. C'est des caractéristiques protectrices de la personnalité. Donc, si psychiquement tout va bien, sur le plan somatique, ça protège, donc nous n'avons pas de problème de santé. En gros, ça ne veut pas dire qu'il ne tombe jamais malade. Quand la personnalité, elle a des caractéristiques plus pathogènes dans son versant négatif, donc ça ne se passe pas bien sur le plan psychique, ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité somatique à certaines maladies. Comment? Donc, du point de vue toujours de la psychologie de la santé, il y a eu une répartition en deux grands groupes pour faire le lien entre type de personnalité ou plus caractéristiques de personnalité et problèmes de santé. Vous êtes, disons, appelé dans votre parcours professionnel à plus considérer la personnalité et sa relation avec la santé. C'est pour ça que j'ai choisi cette présentation. Quand nous parlons de personnalité et de fonctionnement mental, nous pouvons aller sur des théories complètement différentes. Par contre, vous, ce qui vous intéresse, c'est plus le lien entre cette personnalité, ce fonctionnement mental et la santé. C'est plus ça qui vous intéresse, donc j'ai choisi cette présentation. Donc, du point de vue de la psychologie de la santé, donc les caractéristiques de la personnalité agissent indirectement sur la santé. Donc indirectement, pourquoi? Parce qu'il y a les stratégies de coping dont nous avons parlé, qui vont entrer
comme, disons, élément soit accentuant, soit et favorisant, soit modérateur et donc protecteur. Donc, les caractéristiques ou bien les sujets qui ont des caractéristiques de type A. Donc, ils sont compétitifs, donc le sens de la rivalité, le challenge, ils veulent faire des challenges et tenter, disons, d'être le meilleur, ils se fixent des objectifs élevés, etc. Et donc, dans leurs relations, ils sont plutôt colériques, agressifs, etc. Et donc, ils sont toujours dans ce vécu de stress. Et donc, ce vécu-là, ce stress-là et la façon de le considérer dans la tête, la façon de le gérer, va, selon la théorie, selon la psychologie de la santé et les recherches qui ont été effectuées, ça va fragiliser sur le plan cardiovasculaire. D'accord? Après, donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont fait le lien entre les caractéristiques de type A, donc la rivalité, le challenge, être le meilleur, etc., et les problèmes cardiovasculaires. Par contre, il y a eu d'autres qui ont dit non. Il n'y a pas franchement de lien. Après, c'est toujours des études qui sont toujours en cours, qui sont en train d'être développées dans la psychologie de la santé. Les sujets qui ont des caractéristiques de type C, donc c'est quoi ces types C? Donc ils sont sensibles à la séparation et à la perte. Et facilement, ils ont des sentiments de désespoir et d'insuffisance face aux événements. Ils se sentent incapables et désespérés. C'est pas comme les premiers qui sont dans le challenge et qui relèvent le défi. Ils n'expriment pas leurs émotions. Les premiers, ils sont anxieux, agressifs, ils montrent, etc. Par contre, ceux-là, ils bloquent leurs émotions. En apparence, vous pouvez voir qu'ils sont forts, stoïques, agréables, etc. Par contre, au fond, ils ont des affects négatifs et des sentiments d'impuissance et de désespoir, ce qui est très mauvais. Donc, certaines études ont mis en avant le lien entre les caractéristiques de type C et l'atteinte de cancer, donc les atteintes immunologiques. Par contre, il y a d'autres qui disent non, c'est plus ces caractéristiques-là qui rentrent ou bien joueraient un rôle dans l'évolution de ce cancer. Donc, en termes négatifs. Donc, voilà en gros les deux types qui peuvent poser problème pour la santé de l'individu. Maintenant, les types B, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sages, sereins, pas sur deux dans toutes les situations, mais ils peuvent avoir un rythme de vie beaucoup plus calme et ils contrôlent mieux. Donc, nous n'avons pas le temps d'aborder le point de vue de la psychanalyse. Donc, pour conclure, la personnalité se développe sous l'influence biologique, psychologique et sociale. Elle se stabilise à l'âge adulte, donc après l'adolescence. Néanmoins, elle reste influencée par les événements de la vie, donc l'aspect dynamique de la personnalité n'est pas figé. L'individu, à travers son fonctionnement, il fait face aux situations de la vie avec des mécanismes propres et des caractéristiques propres. Donc, quand les dimensions de personnalité, elles sont plutôt, certaines caractéristiques de la personnalité peuvent avoir un rôle positif et donc permettre à la personne de faire face. D'autres, au contraire, elles peuvent causer la vulnérabilité de la personne, mais surtout dans le domaine de la santé. Alors, voilà pour la présentation du développement de la personnalité, du fonctionnement mental, et j'ai plus axé sur le fonctionnement et sa relation avec la santé, ce qui vous intéresse vous. Donc, voilà pour notre présentation. Place aux questions. Nous n'en avons pas beaucoup de temps. Place aux questions. Je suis à votre écoute. Alors, pour le cours, oui, je vais l'envoyer à votre délégué. Je l'envoie aujourd'hui. En PDF, vous allez avoir les deux cours en même temps sous format PDF. Donc, d'accord, juste une question. Attendez, s'il vous plaît, je vais intégrer le planning des cours. D'accord? Dans le cours, vous allez avoir le planning, c'est-à-dire telle date, tel cours, avec le support que vous allez avoir. Oui, allez-y, mademoiselle. Vous avez parlé de contraintes neurobiologiques. De contraintes neurobiologiques. Oui. Qu'est-ce que c'est que les contraintes neurobiologiques? Alors, c'est plus
disons, l'héritage de base. Donc ça, c'était par rapport à la Constitution. C'est plus à la constitution de la personnalité ou c'était par rapport à quoi? Précisez votre question. Je l'ai lu dans vos diapos, mais j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Oui, mais il faut qu'on la retrouve. C'est où? Dans quel diapo? Ah, c'était Vallon. C'est par rapport, quand Vallon parle du développement émotionnel, il parle des contraintes neurobiologiques, c'est plus par rapport, disons, à ce qui est inné et aux caractéristiques et après la maturation neurobiologique. Donc, le point de vue de Vallon, essentiellement, disons, c'est les deux aspects, neurobiologique et social. Quand nous parlons d'un aspect neurobiologique, ça veut dire qu'il y a une dimension innée, mais il y a aussi un développement qui se fait au fil du temps. Donc ça joue, c'est un facteur. Et il y a les conditions sociales qui sont aussi, qui jouent un facteur, ou bien qui sont un facteur qui s'ajoute au premier pour conditionner le développement de émotionnel. L'émotion, elle est liée au cerveau, n'est-ce pas? À l'aspect neurologique et neurobiologique. Il y a une relation. Et donc, nous ne pouvons pas parler d'un développement émotionnel sans parler de l'aspect neurobiologique. D'autres questions? Alors, je vous écoute si vous avez d'autres questions. Déjà, est-ce que c'est clair par rapport au développement de la personnalité, au fonctionnement, etc. Est-ce que c'est clair? Ok. Docteur? Oui, allez-y. C'est par quel mécanisme, les sujets type C, c'est par quel mécanisme physiopathologique ils vont développer un cancer? Alors, c'est pas le mécanisme physiopathologique. Donc, disons, c'est le point de vue psychosomatique. Donc, que dit le point de vue psychosomatique? Que c'est plus les aspects psychologiques qui vont jouer un rôle sur l'immunité qui va donner lieu place à cette maladie. Après, ce qui a été fait par les chercheurs pour donner cette hypothèse, ils ont pris toutes les personnes qui ont fait un problème, disons, de cancer, et ils ont évalué les types de personnalité ou les caractéristiques de personnalité. Ils ont trouvé une forte, disons, corrélation, une forte relation statistique. D'accord? Donc, ils ont dit que la majorité des personnes qui ont un cancer, ils ont ce genre de caractéristiques. Puis après, il y a eu d'autres études qui ont dit non, la façon de recueillir les caractéristiques pose un problème. Mais grosso modo, nous allons le voir dans disons le cours sur le stress. Ah ben, le stress, il y a un mécanisme neurobiologique et chimique qui va expliquer disons, ou qui va provoquer, disons, ces sécrétions-là, qui vont à la longue, poser un problème sur le plan immunitaire. Nous allons le voir dans le cours du stress, d'accord? Je vais voir une autre question. Alors, comment pouvez-nous influencer une personnalité de manière positive? Alors, c'est très bien. Donc, influencer la personnalité de manière positive, donc nous sommes dans la psychologie positive, qui est nouvelle, et à travers quoi? À travers, disons, s'exercer à voir les côtés positifs des choses. Mais encore faut-il être lucide, et reconnaître les éléments existants. Et donc s'exercer à travers la possibilité de voir plus
les côtés positifs des choses que négatifs, avoir plus de sentiments positifs que d'autres. Maintenant, le problème qui se pose, si chacun de nous pouvait changer sa personnalité, ça serait extraordinaire. Nous avons dit que la personnalité, elle est plus ou moins stable. C'est ce qui nous permet de diminuer certaines caractéristiques, c'est la psychothérapie. Donc, si la personne n'arrive pas à changer sa vision des choses et à aller plus faire des considérations positives, elle pourrait faire une psychothérapie. Comme ça, elle pourrait influencer, mais on change pas de personnalité, on change une manière d'être plus à travers la psychothérapie. Donc, retenir du cours, ce qu'on retient du cours, c'est les caractéristiques globales du développement. Les caractéristiques globales du développement et comment les caractéristiques de la personnalité, donc elles peuvent influencer la personnalité. Pour l'examen, ça sera des QCM. D'autres questions? J'ai répondu sur la personnalité de manière positive, est-ce que c'est clair? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous en prie. Tout est clair? Vous n'avez pas de questions par rapport au cours d'hier? Il n'y a pas d'autres questions qui vous sont venues? Comment on sait quel caractère de personnalité qu'on a? Il n'est pas tout le temps clair. C'est selon l'âge. Selon l'âge, on se découvre. Donc, petit à petit, la personne, en évoluant, en gagnant un petit peu en maturité, elle va se découvrir face aux situations et elle va saisir ses caractéristiques propres. Après, il y a certaines caractéristiques dont on ne se rend pas compte. C'est l'environnement qui va nous dire vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. D'accord? Donc, il y a des éléments que nous connaissons, il y a des éléments que nous ne pouvons pas connaître, que nous découvrons, soit avec l'âge, soit c'est l'environnement qui nous le dit. D'accord? C'est pas tout le temps clair, ça dépend des situations, mais en gros, l'âge, et je vous ai dit, la vie des autres permet de connaître cela. Vous allez avoir le support des deux cours. D'autres questions? Je vous en prie, donc nous allons nous voir. Alors, je vais vous dire la date du prochain cours. C'est dans 2 semaines. Donc, ce n'est pas le mercredi prochain, c'est le mercredi d'après. Alors, un moment. Alors, prenez note. Le 24 février, nous allons faire la relation médecin-malade et introduction au groupe Balint. Donc, la relation médecin-malade et introduction au groupe Balint et les réactions psychologiques aux techniques médicales. Donc, nous allons le faire le 24. Et après, donc, je vous enverrai les dates etc. L'intitulé des cours. Merci pour votre présence. À bientôt.